Bonjour à toutes et à tous. Je suis Agnès Linglard, je suis présidente, je suis pédiatre, pardon, à Paris, voilà, et je suis également présidente de la Société française de pédiatrie et très contente de vous accueillir aujourd'hui avec l'Association des pédiatres de langue française et son président, le professeur Patrick Tougnan, l'International Pédiatric Association et son président, le professeur Joseph Haddad, pour ce superbe webinaire sur l'amélioration des soins de la mère et du nouveau-né avec une vision globale. Next. Alors voilà un petit peu l'agenda de notre webinaire aujourd'hui. On va parler des conséquences fétales de la carence en iode maternelle avec le professeur Mehmet Dural et également les pratiques de la technique kangourou dans les pays à moyens limités avec le professeur Faye. Et puis on aura surtout une séance de questions-réponses. Donc je vous encourage à vraiment poster vos questions dans la discussion du webinaire parce que c'est vraiment ça qui va nourrir la deuxième partie du webinaire. Next. Alors, des petites règles de fonctionnement pour le webinaire. Vous avez donc la fonction Ask a question ou poser une question qui est en bas là, sur la plateforme. Et donc ensuite, on pourra y répondre vraiment dans la deuxième demi-heure du webinaire. Pour avoir le certificat de participation et les crédits qui vont avec, il faut participer à tout le webinaire et à la fin, il y aura un QR code pour un formulaire d'évaluation et donc vous pourrez le remplir. Next. Il y a la possibilité également d'avoir une traduction dans la langue que vous souhaitez. Donc, il faut aller sur le bouton en bas de la fenêtre Zoom, les trois petits points, sélectionner les légendes et activer la traduction. Et puis ensuite, vous choisissez bien sûr la langue que vous souhaitez. C'est un webinaire francophone. It's a French-speaking webinar today. Et donc, si vous voulez, vous pouvez vraiment utiliser la fonction de traduction. Bon, moi, je me suis déjà présentée, donc on ne va pas y passer des heures. On va plutôt passer à la suite. Euh, est-ce que vous pouvez, next, please. Et j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Joseph Haddad qui va dire un mot au nom de l'IPA. Bonjour tout le monde, je suis très flatté, très honoré et très content de cette initiative francophone dans notre contexte de l'IPA. Et je pense que ça va se pérenniser, Agnès et Patrick. Et ça ne sera pas le premier, ça sera le premier d'une longue liste. Bien, je suis aussi très content de recevoir mes amis africains. Je ne vais pas tarder. Je vous souhaite un excellent webinaire. Je voulais juste avoir une pensée très, 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 très forte à tous les enfants qui souffrent dans ce monde, particulièrement les enfants à Gaza et les enfants en Afrique, les enfants qui souffrent de la pauvreté, des désastres, de la guerre et de tout le monde. Ayez donc ça, s'il vous plaît en tête. Je voulais juste vous remercier encore et je vous souhaite une bonne chance. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup, Joseph. On a donc le plaisir d'accueillir comme modératrice de cette session le professeur Suzanne Sapp, qui est professeure de pédiatrie, qui pratique l'endocrinologie et la diabétologie pédiatrique à Yaoundé au Cameroun et qui est professeure à l'université de Yaoundé 1 et d'Ebolowa dans le sud du pays. Et donc, elle a des activités de formation, en particulier dans le cadre de la Société camerounaise de pédiatrie. Chère Suzanne, à toi la parole. Merci Agnès. Je voudrais saisir l'occasion pour dire merci à l'IPA et à toutes les sociétés qui sont impliquées dans ce webinaire pour l'opportunité qui m'est donnée.
Et dans les prochains quarts d'heure, nous allons écouter professeur Vural. J'ai le plaisir de l'introduire. Professeur Vural est professeur de pédiatrie à la faculté de médecine de l'Université d'Istanbul à Serapaza en Turquie. Il est néonatologue, chef de service de néonatologie à l'Université d'Istanbul. Il est l'ancien président de la Société turque de pédiatrie et actuel membre du comité de direction. Il est ancien vice-président de la Société turque de néonatologie et membre du comité de direction de l'Association de pédiatrie européenne. Professeur Viral va nous parler des conséquences de la carence maternelle en iode. Et professeur Viral, je vous donne la parole. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais essayer de déjà partager ma présentation. Je crois que ça marche. Alors, je vous remercie aussi. Donc, je remercie infiniment aussi à la Société internationale de pédiatrie, à la Société française de pédiatrie, également à l'Association de pédiatres de langue française. Donc, je vais essayer de parler pendant ces 15 minutes-là sur la carence en iode maternelle et pourquoi c'est important et quels sont les problèmes qu'on peut avoir chez le fœtus en cas d'une carence en iode maternelle. Donc, on sait que la carence iodée est un problème de santé publique à l'échelon de la planète. Euh, L'OMS, en 1999, annonçait comme quoi qu'il y avait 130 pays où il y avait une carence en iode. Bon, il y a eu des améliorations au cours des années, mais c'est quand même toujours un problème de santé publique. Et on peut dire que c'est la première cause mondiale de retard mental évitable. Donc tout ça, c'est très important. Donc, on sait que la thyroïde est importante dans notre corps, pour la vie d'être humain. Et l'iode est apporté par l'alimentation qui fait fonctionner nos hormones thyroïdiennes. Donc, la fonction thyroïdienne pendant la grossesse est très importante aussi parce qu'on sait qu'au début de la grossesse, le fœtus ne produit pas des hormones thyroïdiennes. Et le fœtus est totalement dépendant de l'apport hormonal maternel via le placenta, bien sûr. Et c'est seulement à la 10e semaine que la thyroïde fœtale commence à fonctionner, devient fonctionnelle, mais en fait, c'est à la 14e semaine le fœtus commence à produire l'hormone T4. Et au troisième trimestre, donc la majorité des hormones thyroïdiennes du fœtus vient du fœtus lui-même, mais il y a encore quand même beaucoup de hormones thyroïdiennes qui viennent également de la mère. Donc, euh, l'état de fonctionnement de thyroïdien de la mère est très important pendant toute la grossesse pour les fœtus. Voilà. Donc, pourquoi les hormones thyroïdiennes sont importants? Parce que les hormones thyroïdiennes sont indispensables au développement neurocérébral du fœtus. On sait que au premier et au deuxième trimestre, la multiplication, la migration et l'organisation structurelle des neurones, et au troisième trimestre, la multiplication des cellules gliales et la myélinisation sont touchées par les hormones thyroïdiennes. Donc, on a besoin des hormones thyroïdiennes pour tous ces changements neuronaux. Et donc l'iode, qui est important pour la production des hormones thyroïdiennes, est un oligoélément essentiellement apporté par l'alimentation, donc indispensable à la synthèse des hormones thyroïdiennes. Et on sait également que pendant la grossesse, il y a une augmentation des besoins en iode. Pourquoi? Voilà la liste, le dosage qu'on doit avoir, les apports quotidiens recommandés en iode. Donc, on voit que, par exemple, pour un adolescent ou adulte, c'est 150 microgrammes par jour l'apport recommandé. Mais pour la mère, ça monte à 250 microgrammes pour la mère enceinte et allaitante. Pourquoi? Parce que on voit que, et on sait qu'il y a une augmentation de la clairance rénale de l'iode. Donc, pendant la grossesse, l'iode est perdu dans les urines. Également, il y a le transfert transplacentaire de l'iode vers le fœtus, donc qui vient de la mère. Donc, c'est pour ça que la mère a besoin plus de d'iode. Et également, avec les changements hormonaux pendant la grossesse, donc
l'hormone gonadotrope chronique et les effets de oestrogène, ça fait fonctionner plus la thyroïde. Donc, il y a plus de production d'hormones thyroïdiennes et donc la mère a besoin de plus d'iode également. Et il y a encore une autre chose, que c'est les hormones thyroïdiennes qui sont désactivées au niveau des placenta. Donc, tout ça, ça ça nous montre que pour la mère, il faut qu'elle soit euthyroïde, il faut qu'elle augmente sa production de T4 à 40 à 50%. Donc, elle a besoin de plus d'apport iodé. Où est-ce qu'on trouve alors l'iode? Donc, l'iode, on sait on trouve l'iode dans les algues, dans les fruits de mer, dans les poissons marins, dans les œufs. Et artificiellement, le sel peut être enrichi et le lait également. Donc, en cas de carence iodée légère à modérée pendant la grossesse, on peut avoir un goitre gestationnel chez la mère, mais surtout chez les fœtus, on peut avoir un retard de croissance intra-utérin, petit poids de naissance, une augmentation du volume de la thyroïde chez le nouveau-né. Il y a des études observationnelles qui ont montré qu'il peut y avoir aussi des problèmes neurologiques. Donc, un retard de développement psycho-intellectuel à l'âge de 3 ans. Les enfants peuvent avoir des quotients intellectuels bas à l'âge de 8 ans. Ils peuvent avoir une réduction des compétences scolaires à l'âge de 9 ans. Et ils peuvent également avoir un trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité si la mère est en carence iodée pendant la grossesse. Donc, comment on peut diagnostiquer la carence en iode au cours de la grossesse? C'est de toute façon, on voit la pathologie thyroïdienne morphologique. Déjà, on voit le goitre de la mère. Par palpation ou en échographie, on peut trouver des nodules également. Et après, on peut faire le dosage des hormones thyroïdiennes chez la mère. Et on peut également mesurer l'iode dans les urines. Euh, donc, en cas d'une carence en iode, donc on trouvera bien sûr moins d'iode dans les urines. Euh, donc, je vais parler de ça tout à l'heure. Euh, donc, il faut faire une supplémentation en iode. Il y a des études également observationnelles qui ont montré que si on faisait une supplémentation en iode, ça permettait d'éviter de nombreux désordres neuropsychologiques chez l'enfant, en particulier des troubles du comportement, des difficultés d'apprentissage, des déficits subcliniques, des fonctions cognitives, motrices et de l'audition. Donc, quand on fait une supplémentation en iode, il y aura des résultats bénéfiques sur la fonction thyroïdienne maternelle-fœtale. Il y a des études qui ont posé des questions si ça pourrait créer quelques problèmes négatifs chez la mère, cette supplémentation en iode. Mais finalement, les auteurs concluent que rares cas de dysthyroïdie induite par la supplémentation en iode dans la population générale ne devaient pas freiner la supplémentation systématique des femmes enceintes. Donc, une supplémentation est conseillée pour les femmes enceintes. Et une supplémentation, jusqu'une posologie de 300 microgrammes, ne crée pas de problème, ne va pas entraîner ni une augmentation du taux des anticorps antithyroïdiens au cours de la grossesse, ni de leur fréquence de la durée ou de la sévérité des épisodes de thyroïdite silencieuse du postpartum. Donc, carence iodée, donc l'OMS conseille depuis 1993 l'iodation du sel, donc, qui est appelée Universal Salt Iodization. Il y a des programmes de supplémentation iodée dans les pays européens, les pays scandinaves, Autriche et la Suisse. Mais il y a également en Europe d'autres pays qui ne croient pas que supplémentation, euh, iodation du sel peut aider à diminuer la carence iodée. Et les pays européens également, ils ont montré que leurs femmes enceintes avaient des carences iodées, comme la Belgique par exemple, qui ont montré, en Belgique, on a trouvé 43% des patients en première moitié de gestation avec une iodure très basse qui montre une carence iodée. En France, on a aussi quelques chiffres des régions différentes. Ce ne sont pas des chiffres très récents, mais ça montre que il y a une carence en iode pendant la grossesse en Provence, en Limoges, Paris, Midi-Pyrénées. Euh,
Donc, en Turquie, par exemple, nous, on fait une iodation du sel ménager depuis 1998. Comment on peut ioder le sel? Il y a deux, on peut ioder avec soit l'iodate de potassium, soit l'iodure de potassium, soit en forme de poudre ou liquide. L'iodate de potassium est plus stable. C'est surtout important pour les régions chaudes, humides et tropicales. Et le but, c'est d'avoir 20 à 40 mg d'iode par kilogramme de sel pour arriver à un apport journalier de 150 microgrammes par jour par personne. Donc nous, je voudrais vous parler dans les 3 4 minutes qui restent, je voudrais vous parler de l'étude qu'on a réalisée en Turquie, une étude nationale sur le dépistage de l'iode, de carence d'iode chez la mère et chez le nouveau-né. Donc on a organisé une étude avec la Société turque de pédiatrie et avec la Société turque de néonatologie euh, qu'on a publiée il y a quelques années dans le Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. Donc, on a étudié nos mères et nos enfants de nouveau-nés en 2018. Donc, ça a duré un an. Pendant cette année-là, en Turquie, il y a eu 1 200 000, 250 000 nouveau-nés. Et donc, on a divisé la Turquie en 12 régions, statiquement différentes. Et dans chaque région, on a fait des prélèvements selon le taux de natalité de chaque région. Donc, finalement, à la fin, on a eu 1444 mères, enfants, nouveau-nés, chez qui on a dépisté de l'iode dans les urines. Donc, la mère, juste avant l'accouchement, et chez le nouveau-né, dans les 2 premiers jours de vie, on a fait un dépistage, on a dosé l'iode dans les urines pour voir s'il y avait une carence en iode chez la mère et chez le nouveau-né. Et donc, ce qu'on a trouvé, c'était assez catastrophique, on peut dire, parce que dans 74% de nos mères enceintes, donc 3 quarts de nos mères, ont eu une carence en iode, parce que l'iode dans les urines était très, très bas, et surtout 23%, donc c'est un quart des mères enceintes, avaient une carence en iode sévère. La même chose chez les nouveau-nés. Donc, leur nouveau-né avait 50% de carence iodée. 13% de nouveau-nés avaient une carence en iode sévère. Et surtout dans quelques régions, surtout dans le nord du pays, presque un nouveau-né sur 3 avait une carence en iode sévère. Donc, tout ça, c'était des résultats assez importants et alarmants pour nous. Donc, c'était pour nous, pour la Turquie, c'était la première étude transversale nationale. Les autres études antérieures avaient déjà montré régionalement comme quoi qu'il y avait une carence en iode légère à modérée. Mais au niveau national, c'est la première étude en fait qui couple la mère et l'enfant. Donc, dans notre étude, on a vu que 90%, presque 90% de nos mères utilisaient le sel iodé. Euh, C'était le même cas dans les études précédentes. Mais malgré tout ça, on a une carence en iode chez la mère et chez l'enfant. Donc, comme je vous ai dit, on a un programme national d'iodation depuis 1998 qui a probablement réduit la carence en iode, mais c'est toujours pas suffisant. Donc, probablement, il y a un problème de iodation avec le sel, donc l'iodation était insuffisante. Ou ça peut être parce qu'il y a une mauvaise utilisation du sel iodé. Et quand on cuit longtemps le sel, on perd également l'iode. Et peut-être aussi, il y a une perte d'iode lors du conditionnement ou avant la vente du sel. Donc, juste pour conclure, c'est un problème de santé publique à l'échelon de planète. Je voudrais souligner encore que c'est la première cause mondiale de retard mental évitable. Il y a des conséquences neurologiques très importantes. Ça existe même dans les pays développés ou en voie de développement comme la Turquie. Donc, il nous faut une meilleure connaissance et sensibilisation du corps médical, surtout au départ. Et il faut également une meilleure supplémentation en iode et des actions de santé publique plus efficaces.
Donc, juste avant de finir, je voudrais vous rappeler qu'il y a une journée de carence en iode, c'est le 21 octobre, qui souligne l'importance de carence en iode. Donc, je vous remercie. Merci, Mehmet, pour cette brillante présentation. Alors, Agnès, on va directement enchaîner ou alors Oui, on on enchaîne. va... Oui, oui. Oui, voilà. Je te redonne la parole. Merci beaucoup. Merci Mehmet, merci Suzanne. On vous retrouve pour la session de questions et réponses. Tout Et à puis donc, fait. j'ai le plaisir d'accueillir les modérateurs de la deuxième partie. Donc le professeur Tougnan, qui est professeur de pédiatrie à l'hôpital Trousseau et à Sorbonne Université, et le docteur Mostafa Mokhtari, qui est secrétaire général de la PLF. J'ai oublié de dire que M. Tougnan était le président de l'Association des pédiatres de langue française. Cher Patrick, je te laisse te présenter. Merci Agnès, bonjour à tous. Vraiment ravi d'être ici. J'aurais préféré d'ailleurs être en Afrique et on est très très fiers avec la Société française de pédiatrie de présenter avec mon ami et le secrétaire général perpétuel de la PLF ce webinaire. Je remercie Mehmet pour son français remarquable et sa non moins remarquable présentation. Et ben, je donne la parole à Mostafa qui va pouvoir présenter le professeur Papa Mokhtar Faye. Mostafa. Bonjour, merci beaucoup. Moi aussi, je suis ravi d'être là. Sans trop tarder, je vais donner la parole à mon ami Papa Mokhtar Faye, qui est professeur de pédiatrie à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est spécialiste de néonatologie et de soins intensifs pédiatriques et de simulation médicale. Il est également expert consultant au niveau du ministère de la Santé du Sénégal et d'autres organisations telles que l'UNICEF, l'OMS et la Croix-Rouge, etc. Dans le domaine de la santé maternelle, il est reconnu comme un grand spécialiste de néonatologie. Il a une expérience dans la recherche avec 90 publications en néonatologie, infectiologie, urgence pédiatrique. Il est vice-président de l'Association africaine de néonatologie et membre du comité éditorial du journal africain de néonatologie. Mokhtar, mon ami, à toi la parole. Mokhtar qui va parler des soins kangourous Oui, dans les pays à ressources limitées. Merci Mokhtar. merci beaucoup à mon tour de remercier l'Association internationale de pédiatrie et toutes les associations, sociétés savantes telles que la PLF qui sont présentes dans l'organisation de cette réunion. Remerciez-vous tous, chers collègues. Alors, il m'a été demandé de parler des soins kangourous dans les pays à ressources limitées. Comme vous le savez tous, les soins kangourous, c'est une stratégie essentielle pour la survie des nouveau-nés, notamment dans les pays en Afrique. Le sujet est assez vaste, mais je vais essayer dans les 15 minutes de brosser un peu les grandes nouveautés par rapport à ce type de soins. Alors, les soins kangourous, c'est, selon la définition de l'OMS, des soins peau à peau, mais ce qui les différencie des soins peau à peau ponctuels à la naissance, c'est que ces soins peau à peau sont destinés aux nouveau-nés de faible poids de naissance, qu'ils soient prématurés ou retard de croissance, qu'ils soient malades ou sains, et ce contact peau à peau doit être continu et prolongé avec un minimum de 8 heures par jour pour être considéré comme étant des soins kangourous. Et le pilier essentiel, c'est que ça favorise l'allaitement maternel, que ce soit directement par la prise de sein ou par du lait exprimé. Et surtout, élément important, il faut qu'il y ait un programme de suivi à la sortie, puisque ce sont des soins qui sont censés se continuer après la sortie de l'hôpital. Ça rentre dans le cadre global des soins respectueux, centrés sur la famille, avec ce principe de zéro séparation, tant que c'est possible, entre la mère et le nouveau-né, soins dans lesquels la mère participe et assure les soins
avec le soutien des équipes soignantes. Et tout cela assure au nouveau-né et à la mère un meilleur devenir. Donc, l'idée est partie bien sûr de cet animal, le kangourou, qui met bas très très tôt avec un bébé kangourou qui mesure que quelques centimètres, voire quelques millimètres, et qui va se loger dans cette poche marsupiale où il va s'alimenter jusqu'à atteindre un poids critique autour de 3 kilogrammes. Et à partir de cette observation, donc les premières expériences de soins kangourous ont été développées, comme vous le savez tous, en Colombie avec les docteurs Edgar Rey Sanabria, Hector Martinez, jusqu'à la création de la Fondation Kangourou en 1993. Et jusque-là, la Colombie reste un des pays piliers dans le domaine des soins kangourous. Alors, les bénéfices théoriques sont très, très importants, vous le savez tous. C'est d'abord la prévention de l'hypothermie, l'allaitement maternel, comme je l'ai dit, mais globalement, une meilleure stabilité sur le plan physiologique, des stimulations qui sont multimodales, mais physiologiques, et une réduction des besoins en oxygène, des apnées et une croissance qui paraît optimale sans parler de l'apport ou l'intérêt sur le développement psychomoteur de ces enfants, puisque le lien mère-enfant est très fort en cas de soins kangourous. Alors, j'essaie de progresser. Je n'arrive pas à bouger la diapo. Donc tu demandes, non? Ouais, ouais, est-ce que je peux... La diapo est bloquée là. Please, Gladys, is it possible to have the next slide? Yes. Uh, Next slide, yes. I cannot go to the next one. Ah, c'est dans la flèche dans l'autre sens, Mokhtar. Mais je n'arrive pas parce qu'il y a un truc sur... Ah, oui, d'accord, c'est bon. Voilà, là c'est bon. C'est bon. Donc, cet effet bénéfique a été prouvé depuis plusieurs années, notamment avec ces travaux de Nathalie Charpak qui montraient dans cette étude que l'intervention kangourou dans cet essai était associée à une réduction très significative de la mortalité lorsque les enfants étaient revus vers l'âge de 1 an dans le suivi, puisque ce suivi doit être prolongé au moins jusqu'à 1 an. Et puis, une méta-analyse récente publiée en 2016 a montré et confirmé ces bénéfices sur la mortalité avec une réduction comparée aux soins conventionnels, c'est-à-dire utilisant la couveuse et les incubateurs, surtout dans les pays à ressources limitées, une réduction de la mortalité qui était de 40% à terme ou à la sortie de la néonatologie. Également, une réduction encore plus nette des infections ou du risque d'infection acquise lors des soins et également du risque d'hypothermie, donc d'où l'efficacité dans la prévention, dans la réduction de la mortalité, la prévention des infections et la lutte contre les hypothermies. Une méta-analyse plus récente confirme ces effets sur la mortalité à 40 semaines post-conception, une réduction de 32%, sur les infections sévères, une réduction au moins de 15%, sur l'hypothermie, et avec un gain pondéral qui est très satisfaisant, et surtout, un taux d'allaitement maternel exclusif à terme qui était beaucoup plus important comparé aux enfants qui n'avaient pas bénéficié de cette méthode. Et en définitive, une mise en œuvre, euh, une implémentation à large échelle pour tous les nouveau-nés de faible poids de naissance, selon les estimations, pourrait permettre annuellement de sauver près de 800 000 nouveau-nés. Donc, c'est un levier important pour la réduction de la mortalité néonatale, surtout dans nos pays. Alors, les soins kangourous, on peut les faire dans la réanimation néonatale, en sortant le bébé de la couveuse. On peut le faire de façon intermédiaire chez un enfant qui a encore besoin de quelques soins tels que l'alimentation par la sonde, peut-être une petite injection de temps en temps, et puis les soins kangourous chez le bébé stable, qui peuvent bien entendu être continués à domicile, avec, comme je l'ai dit tantôt, l'importance d'un suivi qui va être très rapproché.
La cible, c'est les nouveau-nés de faible poids de naissance, qu'on appelle également les nouveau-nés petits et vulnérables. Cette cible constitue la première cause de mortalité dans le monde. Les prématurés, il y en a à peu près 13 millions par année en 2020, dont 900 000 qui décèdent. Et la plupart de ces prématurés sont nés entre 32 et 37 semaines. C'est cette population même qui est vraiment accessible à ce type de soins et qui souvent n'a pas besoin de réanimation. Mais quand on regarde globalement la population des petits et vulnérables, chaque année, il y en a 33 millions dans le monde, dont 7 à 9 millions en Afrique, 17 à 20 millions en Asie du Sud-Est. Et ces nouveau-nés petits et vulnérables sont responsables à peu près de 1,3 million de décès par année, 644 000 en Afrique subsaharienne et près de 500 000 en Asie du Sud-Est. Ça veut dire que ces pays-là doivent vraiment implémenter, adopter la méthode kangourou, qui est la solution. Pourquoi c'est la solution? Parce que les soins conventionnels, ça peut ressembler à ça. C'est un peu caricatural, c'est pas toujours ça non plus, mais souvent c'est ce qu'on observe là avec plusieurs bébés dans un incubateur, des problèmes d'asepsie, d'infection, des problèmes d'entretien, l'absence de lien mère-enfant, sans compter toutes les autres nuisances liées au bruit, à la douleur, à l'inconfort, ce qui fait que vraiment on doit tous adopter la méthode kangourou. Au Sénégal, c'est en 1998 que le professeur Ousmane Diaye a initié la première activité kangourou, qui est une activité ambulatoire, avec des résultats qui étaient déjà très, très prometteurs. Et nous-mêmes, à l'hôpital d'enfants Albert Royer, nous avons, depuis 2011, mené cette activité, une unité intra-hospitalière, avec un gain de poids qui était vraiment satisfaisant. Mais le constat qu'on avait fait, c'est que dès qu'on a mis en place les soins kangourous, ça a permis de désengorger la néonatologie et surtout de réduire progressivement la mortalité liée au faible poids de naissance. L'analyse situationnelle a été faite au Sénégal, qui avait montré que, en fait, 41% des structures n'ont pas d'unité kangourou, que 41% ont une unité kangourou. Elle n'était pas toujours fonctionnelle, la pratique était pas très étendue, souvent il n'y avait pas de locaux, il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas de matériel adéquat, le personnel n'était pas vraiment motivé et les communautés non plus n'étaient pas vraiment impliquées. Et ça, cette revue qui montre que l'installation des unités kangourous, mais ça, c'est des données du DHIS. Pour le Sénégal, par exemple, on estime qu'il y a eu 80% d'utilisation des soins kangourous, ce qui n'est pas vraiment la réalité sur le terrain. Et un exemple ici pour le Malawi qui montre une bonne distribution des unités kangourous, même si la plupart de ces unités kangourous ne sont pas fonctionnelles. Bon, ça peut ressembler à ça, hein, une unité kangourou, c'est assez simple, un lit. Alors souvent, c'est des lits avec des têtes relevées qu'on peut relever pour permettre un peu plus de confort. Un fauteuil à côté pour la maman, des fauteuils comme ça. Ici, c'est peut-être une activité en ambulatoire. Et l'OMS a proposé un certain nombre d'actions à mener dans le domaine du leadership, de la gouvernance, avec surtout la nécessité d'engagement des décideurs, parce que souvent les décideurs ne sont pas convaincus, ne sont pas engagés. Il faut également que les personnels de santé soient extrêmement motivés, formés. Il faut qu'il y ait des financements dans le domaine des soins kangourous, avec des ressources humaines en qualité, en quantité, une assurance maladie pour couvrir les soins. Et puis, il faut que l'offre soit une offre de qualité à travers le territoire, avec un programme de suivi à la sortie qui soit un programme très sérieux pour inciter les populations à continuer à fréquenter les structures. Alors, il y a quelques barrières à l'adoption, c'est la non-implication des familles. Les croyances culturelles, alors, il y a un fait important, et dans certaines cultures, le portage ventral n'est pas accepté. C'est considéré comme un portage de type occidental. Il faut mieux sensibiliser les communautés et puis, voilà, aider pour les travaux domestiques. Lorsque les familles sont impliquées et qu'il y a un appui sur le plan des tâches domestiques, souvent avec de la sensibilisation, le niveau de mise en œuvre est meilleur. Alors, la nouveauté en matière
Soins kangourous, c'est l'immédiat kangourou mois de Kayes, c'est les soins kangourous immédiats qui sont débutés immédiatement pour tous les nouveau-nés, qu'ils soient stables ou pas, sauf s'ils ont une instabilité hémodynamique, un arrêt cardio-respiratoire ou une réanimation lourde. Et là, l'enfant va recevoir les soins intensifs avec la CPAP, l'optiflow, parfois même la ventilation invasive dans les bras de sa maman. Et c'est cette étude qui a été commanditée et menée par l'OMS qui a permis de montrer que, comparé aux soins kangourous classiques, les soins kangourous immédiats chez des bébés instables permettaient de réduire encore de 25% la mortalité à J28 et pouvaient permettre de sauver 150 000 vies supplémentaires. Et ça a été constaté dans ces 5 pays où l'essai a été mené, sauf le Ghana où on avait observé un effet un peu contraire. Et sur cette même population, on a pu montrer qu'il y avait une réduction de 37% de la mortalité par sepsis lorsque l'on compare les soins kangourous immédiats aux soins kangourous classiques. Alors, cette autre étude qui a été menée en Ouganda, qui vient d'être publiée, qui ne montrait pas de différence à J7, mais une réduction, certes légère, non significative, mais de 12% à J28, et toujours cet effet bénéfique sur la prévention des hypothermies. Donc, ce sont ces mêmes études que je viens de montrer. Et donc, depuis 2023, il est recommandé, l'OMS recommande aussi bien les soins kangourous classiques, mais surtout les soins kangourous immédiats pour tous les bébés malades ou sains. Mais pour cela, il faut une bonne collaboration entre les obstétriciens et les néonates. Il faut des équipes de soins qui soient interchangeables, complémentaires, et il y a cette nouvelle notion d'unité de soins intensifs mère-nouveau-né, c'est-à-dire des infrastructures qui peuvent hospitaliser la maman et le nouveau-né, qui tiennent compte des besoins de la mère, du bébé, en matière de confort et en matière de soins. Donc ça, c'est une unité, c'est des soins kangourous immédiats, mais plutôt en Suède, dans un pays développé. Mais j'ai voulu vous montrer ces deux exemples. Ici, c'est à Bogota, avec le dispositif, le nécessaire pour le bébé, le nécessaire pour la maman. Et en Colombie, où même les enfants ventilés sont en unité kangourou, donc ils font vraiment du soin kangourou immédiat. Euh, et c'est vraiment beaucoup de pays, notamment au Zimbabwe, au Nigeria, en Ouganda, ont commencé à installer ces unités mères enfants. Et c'est vraiment devenu la mode. J'espère que d'autres pays vont suivre et que ces soins kangourous immédiats pourront être implémentés. Donc, voilà ce que je voulais vous dire rapidement sur les soins kangourous dans notre contexte, dans les contextes des pays à ressources limitées. C'est sûr que si c'est mis en œuvre de façon universelle, ça peut réduire la mortalité néonatale, mais il faut de la gouvernance, un bon leadership, il faut qu'il y ait des financements et il faut impliquer les communautés. Et ces KMC immédiats, qui sont une nouvelle recommandation de l'OMS, vont impliquer des changements dans l'organisation, dans les infrastructures pour arriver à une meilleure survie des nouveau-nés. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, Papa Mokhtar, pour cette très, très belle présentation et qui montre que en rapprochant la mère de l'enfant, on rapproche l'enfant d'une survie plus importante et puis sûrement d'un développement qui est encore meilleur. Donc, c'est vraiment très bien de faire ça dans les pays qui ont moins de moyens que certains autres. Merci. Voilà. On, on a une période pour répondre aux questions. Peut-être qu'Agnès Linglard, enfin, on va tous revenir pour répondre, pour donner la parole à ceux qui vont répondre aux questions. On répond aux questions d'abord qui avaient été posées sur le tableur Excel. Comment on Oui, fait, Agnès? oui, oui, c'est ça. On va répondre aux questions qui nous avaient été adressées. Et donc, il y a un certain nombre de questions qui ont été envoyées pour nos orateurs, mais
les modérateurs vont également intervenir dans la discussion qui se veut interactive. Next. Voilà. Donc, peut-être, if you can just put all the moderators on the screen so that we can all discuss and on va commencer avec professeur Viral. Donc peut-être, Mehmet, il y avait une question. Alors, on s'adresse à toi puisque Oui. Mokhtar a déjà donné une vision de comment améliorer les soins de la mère et du nouveau-né. Mais toi, en tant qu'autre intervenant, qu'est-ce que tu pourrais partager de ton expérience en Turquie? Voilà. Oui, en fait, nous, on n'a pas beaucoup d'expérience de méthode kangourou hein, en Turquie. Par contre, ce qu'on a commencé à faire, à avoir en Turquie, c'est des soins intensifs néonatales mère-enfant. Donc, dans mon service, par exemple, j'ai un deuxième service où on peut hospitaliser un enfant par chambre avec sa mère. Et donc, on pense que ça contribue énormément déjà sur le plan psychologique et l'attachement de la mère à son enfant. Et même petit à petit, la mère commence à contribuer aux soins de l'enfant. Et en fait, ça facilite aussi la sortie de l'hôpital parce que comme ça, on peut faire sortir plus facilement, plus rapidement les enfants. C'est pas toujours très évident non plus parce que des fois, on a des enfants qui vont pas très bien sur le plan hémodynamique et sur le plan respiratoire. Même, bon, il y a des mères qui arrivent à supporter ça et les autres qui n'arrivent pas. Donc, on essaie de trouver un bon équilibre. Euh, mais c'est une nouvelle expérience pour nous, pour moi en tout cas, dans mon service, et on aime beaucoup. Mhm. Merci beaucoup, Mehmet, d'avoir partagé cette expérience. Papa Mokhtar, tu veux peut-être rebondir? Est-ce que tu as des commentaires supplémentaires à faire? Oui, je pense que très rapidement, c'est que il y a tellement de chantiers sur la santé du nouveau-né dans nos pays, mais il faut améliorer la qualité des soins autour de la grossesse, le suivi de la grossesse, améliorer tout ce qui se passe dans les salles de naissance, euh, à donner des compétences sur la réanimation du nouveau-né et offrir un paquet de soins préventifs. Chez nous, on a ce qu'on appelle les soins immédiats, la vitamine K, les collyres, la chlorhexidine pour le cordon, pour éviter que le nouveau-né ne tombe malade. Et puis, on a tout ce paquet de soins pour les enfants malades, la détresse respiratoire avec la pression positive continue, la prise en charge de l'ictère, la prévention des infections. Voilà un petit paquet de soins qui doit être entouré par un environnement, une bonne gouvernance, la disponibilité des intrants. Voilà, les chantiers sont énormes, mais je pense que ça tourne autour de ça. Améliorer la qualité des services, améliorer la gouvernance, le leadership, la fourniture des services, en fait, tous les piliers, les 8 piliers, 8 ou 10 piliers de l'OMS pour l'amélioration de la qualité de soins. Je peux, je peux rajouter un petit mot. Voilà, donc, Euh, comme dans beaucoup de pays, et surtout dans les pays en voie de développement comme la Turquie, l'asphyxie néonatale est très importante et a des conséquences très graves, qui augmentent énormément la mortalité infantile et la mortalité néonatale. Donc en Turquie, depuis une vingtaine d'années, 25 ans, on a un programme de réanimation néonatale. Donc on essaie de former les médecins et les infirmières aussi. Ils reçoivent c'est le même programme de formation pendant 3 jours. Donc pendant 2 jours, ils travaillent sur les maquettes, et tout ça. Et donc c'est un programme très, très bien organisé. Et à la fin, ils reçoivent aussi un certificat. Donc ça aussi, je pense que ça contribue énormément à la baisse de la mortalité néonatale en Turquie. Merci Mehmet, merci Papa Mokhtar. Gladys, can we have the next question, please? Yes. C'est une question qui est
The next, please, because ils ont déjà répondu à cette question. The next, please. Yes, Pareil. Papa Mokhtar. Oui, Do, je on pense que one c'est word, please. je pense que c'est à peu près la même idée, hein. En tout cas, comme le thème d'aujourd'hui, c'est les soins kangourous, les estimations ont montré que la mise à l'échelle d'unités kangourous, pour prendre un exemple, parce qu'il y a tellement de choses à faire, pour prendre un exemple, si par exemple dans nos pays, dans tous les hôpitaux de district, dans tous les hôpitaux publics, privés, on mettait en place des unités kangourous légères, fonctionnelles, bien organisées, avec le soutien des, des responsables de structures, des directeurs d'hôpitaux, des médecins-chefs de district, là, on est sûr qu'on peut avoir un impact réel, évident sur la mortalité de ces nouveau-nés de faible poids de naissance petits. Ça, c'est un élément qui semble évident, mais malheureusement qu'on n'arrive pas à implémenter dans nos pays pour plusieurs raisons, parce que les décideurs ne sont pas convaincus, etc. La réanimation du nouveau-né, c'est un élément extrêmement important, comme il l'a dit, le professeur Mehmet. Mais là également, on a beaucoup de gaps à combler. Et après, toutes les principales causes de morbidité et de mortalité, c'est la détresse respiratoire, ce sont les infections. Il faudrait des programmes qui prennent en charge spécifiquement ces problèmes de façon intégrée avec les autres soins et de façon dans un continuum de soins qui va de la communauté aux structures, des structures à la communauté. Et comme ça, on peut commencer à avoir un impact sur la mortalité et pouvoir atteindre les objectifs du développement durable dans nos pays, qui sont d'atteindre un taux de mortalité néonatale qui soit inférieur à 12 pour 1000 à l'horizon 2030. Pour le Sénégal, par exemple, on est à 21 pour 1000 et on a encore beaucoup d'efforts à faire pour y arriver. Et juste, Avez-vous une expérience? Oui, pardon. vas-y, Suzanne. Oui, merci Agnès. La question à Papa Mokhtar, en parlant des soins kangourous intégrés, est-ce que vous avez une expérience des réseaux de périnatalité pour permettre déjà le transport sécurisé des nouveau-nés et même des accouchements sécurisés pour réduire euh, aussi bien les asphyxies que les infections, je ne sais pas. Est-ce que vous pourriez partager votre expérience sur cette question? Nous avons travaillé avec le professeur Ousmane Diaye sur la mise en place de réseaux, aussi bien de réseaux de périnate, il y a également des réseaux SONU qui sont également un peu des réseaux périnate. Et ces réseaux, en fait, fonctionnent plus ou moins. Par exemple, à Dakar, on a du mal à les faire fonctionner, mais dans certaines régions, dans certains districts où la communication passe mieux entre les prestataires, où les gens se connaissent mieux, on a plus de communication et les choses fonctionnent plus ou moins comme des réseaux fonctionnels. Mais je dois avouer que malgré cela, ce qu'on observe souvent, c'est que ces références se font dans des conditions souvent très difficiles, avec des conditions de transport qui aggravent le pronostic souvent des enfants. Et puis le gros problème, c'est que un moment donné, au mois d'août, juillet-août, qu'on appelle la grande saison chez nous, on n'a plus de place dans les unités de néonatologie. Il n'y a plus de couveuses. Et c'est la raison pour laquelle les gens doivent investir massivement dans les soins kangourous pour désengorger les unités de néonatologie et ne mettre en réanimation, en soins intensifs que ceux qui sont vraiment, vraiment malades. Mais les réseaux, c'est des choses qu'on doit encore renforcer, même si sur le papier, ça existe. Ça existe déjà au Sénégal. Mehmet. Vas-y, Mehmet. De ma part, concernant la carence en iode, ce qu'il faut faire en plus, moi je pense que l'iodation du sel de cuisine ne suffit pas. Déjà, on l'a montré dans notre étude pour mon pays et c'est aussi, ça a été montré aussi par les autres, dans les autres pays également. Je pense qu'il faut également ioder, il faut réaliser l'iodation du sel industriel. Donc le sel qu'on utilise aussi pour faire le pain, et tous
les autres produits. Et c'est ce qu'ils ont fait en Australie. Et en fait, je pense que c'est grâce à ça. En Australie, il n'y a plus de carence en iode. Donc, peut-être à côté de tous les problèmes d'asphyxie, ça semble un peu mineur, mais je voudrais souligner que c'est quand même la cause de retard mental et évitable la plus importante. Mm. Il y a Simon à Tecvo que je salue. Salut Simon, qui pose une question très intéressante. Je ne sais pas si vous la voyez. Avez-vous abordé les difficultés de prise en charge nutritionnelle chez les faibles poids de naissance et notamment la nutrition parentale en Afrique? Alors, je parlais récemment avec mes collègues tunisiens, marocains. Il n'y a notamment pas de nutrition parentale au long cours. Mais est-ce que dans les pays à moyen limité, vous pouvez faire quand même une nutrition parentale pour des nouveau-nés qui ont par exemple une entérocolite sévère? Je ne sais pas lequel des deux peut répondre. Papa Mokhtar, peut-être. Oui, oui, moi j'ai essayé, hein, parce que le problème de la nutrition parentale, disons qu'on est confronté à trois types de problèmes. C'est d'abord le problème des accès veineux, parce que, en fait, on n'a pas de cathéter adapté. Le cathéter épicutané cave qui est utilisé en néonatologie coûte extrêmement cher et n'est même pas disponible. Donc, il y a le problème de l'abord veineux. Il y a le problème de la disponibilité des intrants. On n'a pas de nutrition parentale. Moi, si je voulais acheter une nutrition parentale à Dakar, je ne peux pas. La seule solution de nutrition parentale qui est disponible est contre-indiquée avant l'âge de 2 ans. On a essayé de voir avec Nestlé, avec les fournisseurs de lait pour voir est-ce que... Non, on n'a jamais pu avoir un circuit pour avoir des protéines, des lipides, des électrolytes extrêmement compliqués. Et puis le troisième problème serait quand même l'infection. Parce que préparer des flux de l'alimentation parentale dans nos conditions, il faudrait que on améliore d'abord les conditions d'asepsie et la prévention des infections dans nos structures. Cela étant, de temps en temps, sur des cas particuliers d'atrésie du grêle ou de malformation digestive, on a parfois tenté nutrition parentale courte avec ce qu'on avait et on a pu sortir certains enfants d'une phase de dénutrition pour permettre la cicatrisation pour les sortir d'affaires. Mais c'est vraiment, voilà, dans nos conditions, c'est encore difficile. Il faudrait qu'on se batte pour quand même réussir à le rendre disponible dans nos pays. Et tu sais, dans les autres pays d'Afrique subsaharienne, comment c'est? Je pense qu'il n'y en a pas. Nutrition parentale, j'ai jamais entendu un collègue, peut-être le professeur Simon Ategbo, hein, ça, au Gabon, mais j'ai pas entendu parler un de mes collègues de la disponibilité de la pratique des soins de la nutrition parentale de façon routinière. Non, à ma connaissance, non. Tu sais, toi, Mustapha? En Afrique du Nord, oui, ça existe, parce qu'il y a au moins une firme qui vend des produits ternaires avec l'association de glucides, lipides et protides. Sauf que le coût est assez dissuasif parce que ce sont des produits qui coûtent à peu près, sont des poches de 350 millilitres qui coûtent dans les 70 euros. Ah oui. Voilà, qui sont des produits ternaires. Les produits binaires, ça n'existe pas. Par contre, les lipides à part et les protides à part, ça existe en Afrique du Nord, au Maroc, en Algérie ou en Tunisie. Ça existe. Ça coûte cher. Mais les produits ternaires, il y a un seul vendeur, qui est Numeta, qui existe là-bas et ça coûte cher. Ça coûte dans les 70 euros. Il y a plein de Ouais. questions qui arrivent. Et on a peut-être des petites questions pour Mehmet. Il y avait une question de Suzanne qui était pour Mehmet, tu vois, quel est l'impact du type d'alimentation sur la carence en iode avec des alimentations je veux dire, régionales en fait, hein, des Et, différents régimes il faut, alimentaires. voilà, il faut surtout manger du poisson, des algues, les produits de mer. Et dans certains pays, et on peut également avoir de l'iode par le lait. Donc, en Angleterre, par exemple, c'est la consommation de lait qui est très importante pour l'apport d'iode.
chez les enfants, chez les femmes enceintes. Par contre, l'iode n'existe pas dans le lait. Il faut que les animaux soient alimentés. euh, Dans leur alimentation, il faut qu'on ajoute de l'iode pour qu'il y ait de l'iode dans le lait. Donc, dans certains pays, le lait aussi apporte beaucoup d'iode. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, je pense que la solution idéale, c'est de faire l'iodation du sel industriel. Et bien Oui, sûr, l'implémentation de l'iode avant la grossesse et pendant la grossesse, comme on fait pour l'acide folique et le reste. Il y a une autre question concernant le manioc et le millet pour Mehmet. C'est ce que tu voulais poser comme question, Suzanne, peut-être? Non? oui, en fait, parce que dans nos zones où on a le goitre endémique, ces aliments sont fortement consommés et déjà le manioc avec les thiocyanate, ça va kélater l'iode et le millet perturber le travail de la thyroperoxydase. Du coup, il a répondu en disant que pas seulement le sel de cuisine, mais déjà supplémenter les femmes enceintes. Il a répondu à ma question, mais il peut faire un commentaire supplémentaire s'il le souhaite. Non, je Oui, crois que merci c'est beaucoup. tout ce que je voulais dire. Merci. Merci, De toute façon, merci, Mehmet. on arrive à la fin de notre webinar. Gladys, if you could, and Alia, if you could put back the last slides, and I ask you to remain on the webinar parce que on va avoir la photo. Euh, mais alors, on a besoin des diapositives. Voilà. Oui, Alors, vous avez un formulaire voilà, d'évaluation du webinaire pour savoir si ça vous a plu, etc. Il faut savoir que le webinaire sera également disponible en replay. Donc, vous pourrez voilà, revoir si vous n'avez pas eu le temps de tout saisir ou si vous êtes arrivé en cours de route. Next, please. N'oubliez pas de vous inscrire pour le prochain congrès de l'IPA en mai 2025 à Mexico City. Donc, vous avez un QR code ici et le lien pour vous connecter. Mettez bien les dates dans votre agenda du 8 au 11 mai 2025. Next. Vous pouvez également vous connecter aux différents réseaux sociaux. Alors, bon, c'est pour les jeunes et les moins jeunes, hein. Il y a du Twitter, enfin, on dit X maintenant. LinkedIn, il y en a que je connais même pas. Et donc, voilà. Donc, prenez une petite photo d'écran et demandez à vos enfants de vous aider. Et vous plaît, pouvez-vous mettre, tout le monde met sa caméra, affiche sa caméra, puisqu'on va faire une photo de groupe du webinaire. Gladys, are you ready for the picture? Alors, Yes, we will count 1 to 3 to every page. So for the participant, please, if you would like to, please open your camera for the photo session. Patrick, tu peux me prêter ta cravate? Tu es le bienvenu, viens me voir. Okay, wait a minute. Yes. oui. Maybe can Gladys, are you, you ready? maybe can you count and I will take a picture? count from 3 to 1. Okay. 1, 2, 3. Page That's 2. okay? Yes. C'est un peu bizarre. And Is for it the okay? second page, also, Oh, Second okay. page. I will count 1, 2, 3. 1, 2, 3. And for the Okay. third page, 1, 2. Okay. OK. Yes. We Merci have, beaucoup. yeah. Merci. Merci. Merci Merci beaucoup. Merci. d'avoir participé à ce très beau webinaire. Merci aux Merci. orateurs. Merci. Merci à tous et très bonne fin de journée parce que je sais qu'il est plus tôt chez certains d'entre Oui. vous. Oui, Et à c'est la ça. prochaine, je l'espère, et merci à l'IPA Oui. pour tout Merci ça. beaucoup. Ciao, Merci. ciao. Merci à l'IPA, Ouais. effectivement. Au revoir à tous. Merci à Bye. tous. Ah ouais.
Goodbye.